Bonjour à tous et merci d'assister à cet exposé virtuel. Aujourd'hui, je vais parler des différents programmes fédéraux d'indemnisation en cas d'exposition à des radiations dans la Fédération de Russie et aux États-Unis. Avant de commencer, laissez-moi partager ma présentation PowerPoint avec vous. Les programmes en question ont été édictés pour les résidents de ces pays ayant été exposés à des radiations lors des essais nucléaires atmosphériques menés de 1945 aux États-Unis, 1949 en Union soviétique à 1963. Pendant cette période, les soviétiques ont testé 219 dispositifs nucléaires dans l'atmosphère. La majorité de ces essais a eu lieu sur les sites d'essais nucléaires de Semipalatinsk au Kazakhstan et de la Nouvelle-Zamble dans la région arctique russe. À titre de comparaison, les États-Unis ont effectué 215 essais atmosphériques sur leur site du Nevada, mais aussi sur les terrains d'essais militaires des îles Marshall dans l'océan Pacifique Sud. En 1963, un moratoire mondial, le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, a arrêté tous les essais atmosphériques, sous-marins et dans l'espace extra-atmosphérique. Que ce soit aux États-Unis ou dans l'Union soviétique, il y a eu un retard important entre l'exposition aux radiations générées par les essais atmosphériques et la mise en œuvre de programmes visant à accorder des prestations sociales aux personnes dont la santé et l'environnement ont été affectés. Les lois régissant l'indemnisation en cas d'exposition à des radiations sont juridiquement complexes dans ces deux États. En Russie en particulier, ces lois ont souvent été modifiées et ne sont pas disponibles dans une archive commune. Un point de référence commun à ces deux pays est que les prestations sociales sont difficiles à obtenir. Je diviserai la présentation par pays et commencerai par la Fédération de Russie, avant de parler des États-Unis. En préambule aux deux segments, je parlerai brièvement des origines de la préoccupation du public en matière d'énergie nucléaire. En Russie, l'histoire commence avec Tchernobyl. L'Union soviétique a un lien symbolique fort avec les accidents nucléaires au cours de l'histoire du monde. La catastrophe du réacteur nucléaire de Tchernobyl en 1986 en Ukraine a eu d'importantes implications sur la manière dont la Fédération de Russie aborde les questions de contamination environnementale ainsi que les effets sur la santé des personnes exposées aux retombées des essais atmosphériques durant l'époque soviétique. Avant 1986, des lois environnementales étaient en place en Union soviétique, mais elles étaient essentiellement déclaratives et n'étaient pas efficacement appliquées. Un exemple était la loi du 27 octobre 1960 sur la protection de la nature de la RSFSR. Cette loi portait spécifiquement sur la protection des ressources naturelles telles que les terres et les forêts. Dans le même temps, des arrêtés traitaient les questions de sécurité nucléaire et le secteur de l'énergie auquel appartenait Tchernobyl. Par exemple, les normes de radioprotection NRB 76 et les règles sanitaires générales en matière de travail au contact de substances radioactives et autres sources de rayonnement ionisant OSB 7280 fixaient les limites annuelles de doses de rayonnement pour les travailleurs. En outre, l'Union soviétique n'avait pas adopté de loi générale en matière d'indemnisation en cas d'exposition à des radiations générées par des essais atmosphériques et les prestations, s'il y en avait, comprenaient des paiements aux anciens combattants, aux personnes handicapées et aux femmes enceintes. Ce n'est qu'après Tchernobyl et l'effondrement ultérieur de l'Union soviétique en 1991 qu'un travail significatif a été mené sur la législation sociale visant à indemniser les personnes ayant subi un préjudice sanitaire à la suite d'essais nucléaires et d'autres incidents générant une exposition à des radiations, et que des dispositions pour des prestations médicales supplémentaires et autres allocations ont effectivement été adoptées. Toutes ne portent pas spécifiquement sur les essais nucléaires. Ces programmes apportent un soutien social à des catégories spécifiques de citoyens exposés aux radiations liées à trois événements. Tout d'abord la catastrophe de Tchernobyl, puis l'accident de l'unité de production de Mayak et le déversement de déchets radioactifs dans la rivière Tchetcha, et enfin l'exposition aux retombées radioactives du site d'essai nucléaire de Semipalatinsk. Je souhaite aborder brièvement les deux premiers programmes à des fins de comparaison avant de passer au dernier exemple, car c'est grâce à eux qu'un programme d'indemnisation pour les victimes des essais atmosphériques a été mis en place. Tous ces programmes sont assez complexes et il est difficile de s'y retrouver, mais globalement,
Il consiste à payer directement les citoyens satisfaisant aux directives très spécifiques qu'ils contiennent. Permettez-moi de les aborder tour à tour. Une des premières lois adoptées par la Fédération de Russie date du 15 mai 1991. Il s'agit de la loi 1244-1 sur la protection sociale des citoyens exposés à des radiations résultant de la catastrophe de Tchernobyl. Ce programme a été modifié à maintes reprises, la dernière modification datant de 2020. Près de 9,2 milliards de roubles ont été alloués à la mise en œuvre de ce programme pour aborder les questions sanitaires, environnementales et sociales associées à cet accident. Laissez-moi les résumer brièvement. Les citoyens de la Fédération de Russie reçoivent un dédommagement pour vivre et travailler sur un territoire exposé à une contamination radioactive au-delà des niveaux autorisés. 4 territoires sont spécifiquement abordés. Le premier est la zone d'exclusion qui vous est certainement familière. Il s'agit d'une zone de 30 km autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 2. La zone de réinstallation, située juste à l'extérieur de la zone d'exclusion, mais présentant un sol contaminé par du césium-137 et générant une dose efficace équivalente annuelle moyenne pour la population de plus de 5,5 REM. La troisième est la zone de résidents ayant droit à une relocalisation située en dehors des zones d'exclusion et de réinstallation, dans laquelle la dose équivalente efficace annuelle pour la population dépasse 0,1 REM. Enfin, la quatrième est la zone de résidence avec un statut socio-économique préférentiel, située en dehors des 3 précédentes zones et où la dose d'exposition équivalente efficace annuelle moyenne ne dépasse pas 0,1 REM. Les limites de ces zones et la liste des communes qu'elles comprennent sont établies en fonction des changements dans l'étude de radiation réalisée tous les 5 ans. À ce jour, selon leur catégorie d'invalidité, près de 702 000 personnes ont été inscrites dans un registre national en qualité de victimes de l'accident de Tchernobyl. La majorité d'entre elles sont basées dans la région de Briansk. 44,2% des personnes présentant un handicap de catégorie 1 reçoivent par exemple un paiement unique de 32 000 roubles, celle de la catégorie 2 22 000 roubles et celle de la catégorie 3 16 000 roubles. Toutes les personnes dans ces catégories doivent produire de nombreux documents justifiant de leur lieu de résidence et de leur invalidité établie sur la base de la dose de radiation cumulée totale, à l'exception des liquidateurs, des personnes ayant participé au nettoyage de la zone de Tchernobyl, celles ayant travaillé de 1986 à 1987, ainsi que celles ayant participé à la construction du sarcophage, structure de sécurité recouvrant le réacteur endommagé, de 1988 à 1990. Selon la catégorie d'invalidité, les personnes peuvent avoir droit à des subventions pour les services et le logement, une retraite anticipée et l'accès à une assistance médicale. Le programme d'indemnisation de Tchernobyl a suivi l'adoption de la loi du 19 décembre 1991 sur la protection de l'environnement naturel qui déclare l'engagement du pays en faveur de la protection environnementale. Par la suite, des droits de l'homme en matière d'environnement, notamment le droit à recevoir des informations sur l'environnement, ont été inscrits dans l'article 42 de la Constitution en 1993 et ultérieurement dans l'article 11 de la loi fédérale du 10 janvier 2002 sur la protection de l'environnement, qui a intégré le droit à l'information sur l'environnement dans le domaine juridique de la Russie. L'instauration des droits de l'homme en matière d'environnement a essentiellement conduit à l'adoption des lois sur l'indemnisation des victimes de l'accident de Mayak, celles affectées par les essais atmosphériques menés sur le site d'essais nucléaire de Semipalatinsk au Kazakhstan. L'élément majeur suivant dans l'histoire du programme d'indemnisation lié au nucléaire de la Fédération de Russie remonte aux premières années de la guerre froide. Un événement survenu dans une installation appelée Mayak, près d'Iekaterinbourg. C'était le premier complexe nucléaire soviétique à fabriquer du plutonium à des fins militaires. Le 29 septembre 1957, une explosion s'y produisit, générant des niveaux de contamination extrêmes. Cet accident a été classé de niveau 6 sur l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques. Tchernobyl et Fukushima sont tous deux classés de niveau 7.
La loi fédérale sur la protection sociale des citoyens de la Fédération de Russie, exposés aux radiations résultant de l'accident de 1957, adoptée le 26 novembre 1998, s'applique aux personnes ayant développé un syndrome aigu d'irradiation ou d'autres maladies incluses dans la liste spécifiée, telles que leucémie et cancer de la thyroïde par exemple, ou devenues invalides à la suite d'une exposition à des radiations. Le vaste groupe de potentiels bénéficiaires de l'indemnisation comprend les participants à la liquidation de la catastrophe ayant travaillé entre les dates spécifiques du 29 septembre 1957 et du 31 décembre 1961 et celles ayant participé au nettoyage sur la rivière Tchetcha entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1962. Le deuxième groupe comprend les citoyens ayant été évacués et le troisième groupe, ceux vivant dans les communes adjacentes entre 1949 et 1956, ayant été contaminés par les déversements radioactifs dans la rivière Tchetcha et ayant reçu une dose efficace d'irradiation cumulée de plus de 35 millisieverts. Les catégories de personnes pouvant prétendre à une indemnisation incluent celles ayant été volontairement installées après l'accident de 1957 et les familles ayant perdu une source de revenus à cause de l'accident de Mayak. Indépendamment du groupe cité ci-dessus, une documentation complète était exigée, confirmant la participation et le travail de la personne affectée, ainsi que des attestations établissant les faits et la période de résidence dans les localités listées, la valeur de la dose efficace cumulée, et la preuve que le soutien de famille était décédé, avait travaillé ou vécu là-bas ou faisait partie de la famille. Une vaste enquête sur les prestations inclut l'aide au logement, le paiement de 50% des services, 14 jours de congés payés annuels, les frais médicaux des enfants, une indemnité mensuelle pour l'achat de nourriture et une compensation annuelle pour l'amélioration de la santé. Les citoyens ayant volontairement quitté la zone reçoivent une indemnisation annuelle supplémentaire pour l'amélioration de la santé, mais aussi une allocation unique de déménagement. Il peut sembler hors propos de discuter des incidents de Tchernobyl et de Mayak, puisqu'il ne s'agissait pas d'essais nucléaires. Mais ces accidents ont servi de cadre de référence pour comprendre l'approche de la Fédération de Russie à l'égard des citoyens affectés par les essais nucléaires. Concentrons-nous maintenant sur les essais nucléaires atmosphériques. La législation commence avec la loi fédérale du 10 janvier 2002 qui garantit spécifiquement une protection sociale aux personnes exposées à des radiations à la suite des essais effectués à Semipalatinsk. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce site était le principal terrain d'essai en Union soviétique, et bien qu'il y en ait eu d'autres, une indemnisation existe uniquement pour les activités menées sur ce site. Les termes employés dans la loi fédérale ne mentionnent pas les personnes affectées par les retombées radioactives en tant que victimes, mais comme des citoyens. La loi de 2002 remonte jusqu'au 10 février 1995. Date à laquelle s'appliquait un décret du gouvernement de la Fédération de Russie, décret numéro N162G et 356G, qui liste des communes spécifiques dans la région de l'Altaï de la Fédération de Russie. Nous pouvons voir ici Altaï Krai, qui est la région de l'Altaï de la Fédération de Russie. En revenant à cette carte, elle se situe au nord-est de Kourtchatov et au nord de la ville de Semey. Plutôt que de fournir une liste des localités touchées pendant toute la période des essais nucléaires atmosphériques, disons de 1949 à 1963, ces décrets fournissaient une liste des communes affectées par seulement 2 essais. Un mené le 28 août 1949, qui fut le premier essai effectué par l'Union soviétique, et l'autre, le 7 août 1962.
Comme pour les lois relatives aux accidents de Tchernobyl et de Mayak, les localités listées affectées par les essais de Semipalatinsk ont été divisées en catégories selon la dose de rayonnement cumulée totale, qu'il s'agisse d'irradiation externe ou interne. Il y avait ainsi deux groupes, les personnes présentes dans les communes au moment des deux essais et ayant reçu entre 5 et 25 REM, et celles présentes dans ces communes du Kazakhstan ou de la région de l'Altaï, ayant reçu plus de 25 REM pendant les essais. Cette carte montre quelques trajectoires de retombées du site d'essai nucléaire. La géographie des localités était sélective et incluait des communes de la Fédération de Russie et du Kazakhstan. Il y avait ainsi 11 districts dans la région de l'Altaï en Russie, comprenant environ 150 villes ayant reçu entre 5 et 25 centisieverts lors de ces deux essais, et moins de 50 villes, dénombrées comme ayant reçu plus de 25 centisieverts ou 25 REM. Pour le Kazakhstan, la liste incluait deux régions, à la fois Pavlodar et Semipalatinsk, et environ 60 villes, dont la majorité ne présentait pas de dose d'irradiation dépassant 25 REM. Les personnes ayant vécu dans ces communes au moment de ces deux essais ont eu droit à des subventions alimentaires et à des soins médicaux supplémentaires selon leur catégorie d'invalidité. La loi de 2002, qui a été modifiée à de nombreuses reprises, le plus récemment le 24 avril 2020, reconnaît qu'il existe un groupe de personnes affectées par les essais atmosphériques soviétiques au cours de la période s'étendant de 1949 à 1963. Qui reconnaissait-elle spécifiquement? Toujours les mêmes personnes des listes de communes. Comme dans le cadre des autres lois, elles ont été divisées en deux groupes, selon la dose d'irradiation reçue, et ont perçu des indemnités en conséquence. Cela comprenait des subventions alimentaires, notamment pour les enfants âgés de moins de 18 ans, des premières et deuxième générations de citoyens, souffrant de maladies dues à l'exposition à des radiations. Les personnes cherchant à percevoir une indemnisation doivent prouver leur lieu de résidence au moment des essais atmosphériques, ainsi que la dose efficace totale d'irradiation externe et interne. Pour calculer cette dose, beaucoup de paramètres sont pris en compte, notamment les caractéristiques de l'exposition aux radiations au cours d'un essai nucléaire spécifique. Seules les personnes de la liste de villes établies en 1995 ont pu demander une indemnisation. Ainsi, parfois, une ville se trouve dans la liste, mais la ville voisine, située à 1 kilomètre, n'y figure pas. Un fait intéressant est que, contrairement à Tchernobyl et à Mayak, des certificats de radiation ont été donnés et continuent à être donnés par le ministère de la Fédération de Russie pour la défense civile, la gestion des situations d'urgence et l'atténuation des effets des catastrophes naturelles, EMERCOM, et non par les médecins régionaux. Et les gens se plaignent souvent que les tests d'EMERCOM minimisent leur dose. La loi de 2002 pose de plus un problème. Les documents réglementaires de la Fédération de Russie concernant le site d'essai de Semipalatinsk sont en contradiction avec la constitution de la Fédération de Russie. La loi fédérale de 2002, par exemple, couvre tous les essais de 1949 à 1963. Toutefois, les décrets du gouvernement de la Fédération de Russie portant application de cette loi ne prévoient que deux explosions, la première en 49 et celle de 62. En conséquence, les personnes cherchant à être indemnisées ont eu des difficultés à obtenir gain de cause et ce n'est qu'en 2010 que la loi a été modifiée. Toutefois, cette modification ne prévoit plus qu'une compensation mensuelle de 646 roubles pour l'achat de nourriture, seulement pour les citoyens ayant reçu une dose de 25 centisieverts et plus
ainsi que l'indemnisation des repas scolaires pour les premières et deuxième générations d'enfants des personnes exposées. 92 roubles par mois pour les enfants d'âge scolaire, par exemple, et 476 roubles par mois pour les enfants d'âge préscolaire. En outre, les villes de Semipalatinsk, Oust-Kamenogorsk et Rider, toutes situées à proximité du site d'essai, n'ont jamais figuré sur la liste des communes affectées. Ainsi, les personnes ayant vécu dans ces villes au moment des essais et ayant été affectées par les retombées radioactives ne sont pas admissibles à une réparation. Passons maintenant au programme d'indemnisation en cas d'exposition à des radiations aux États-Unis. La législation visant à traiter des effets de l'exposition à des radiations sur la santé des travailleurs et des communautés aux États-Unis remonte aux années 70. L'histoire commence réellement en 1979, avec Orville Kelly, un commandant de l'armée américaine des îles Japtan dans le Pacifique, qui a assisté à 22 détonations d'armes nucléaires. Kelly a organisé l'Association nationale des vétérans des essais atomiques. L'énoncé de mission de la NAV était de permettre à la communauté de vétérans américains des essais atomiques de parler d'une seule voix de leur incapacité à obtenir une audience équitable concernant le développement de problèmes de santé à la suite d'une exposition à des radiations. Les vétérans des essais atomiques, selon la NAV, sont membres des forces armées américaines ayant participé à des essais nucléaires atmosphériques et sous-marins entre le 16 juillet 1945 et le 30 octobre 1962. Mais le groupe comprend également les anciens combattants ayant participé à des tâches après les essais, notamment ceux ayant décontaminé les navires et l'équipement de terrain, ceux ayant récupéré les instruments de test et ceux ayant travaillé à proximité immédiate d'animaux soumis à des rayonnements. Au sein de la NAV, un second groupe d'anciens combattants des essais atomiques a été défini, regroupant ceux dont les tâches impliquaient de travailler sur des expériences nucléaires souterraines après 63 et ayant été régulièrement en contact avec des équipements produisant des radiations tels que les techniciens en radiologie ou encore ceux affectés au projet de décontamination radioactive sur les terrains d'essais américains de l'atoll d'Enewetak dans le Pacifique. L'association estime qu'au moins 200 000 troupes américaines ont participé à des essais atomiques et au nettoyage consécutif. On estime que 10 000 membres de ce groupe sont en vie aujourd'hui. Dans les années 70, des vétérans des essais atomiques se sont rendus à Washington pour témoigner devant le Congrès et demander de l'aide à l'administration des anciens combattants, ou VA, pour payer les traitements médicaux qu'ils estimaient liés à l'exposition aux radiations. Cependant, la VA a sommairement jugé leur requête inadmissible à une aide d'invalidité à des prestations médicales pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, le ministère de la Défense a calculé que leur exposition aux radiations était trop faible pour engendrer des problèmes de santé. Les anciens combattants ont également été bloqués sur le deuxième front, au prétexte que les dommages ont été occasionnés en temps de paix et de ce fait n'étaient pas admissibles aux prestations médicales gouvernementales. En 1979, la VA a partiellement consenti aux demandes en désignant plusieurs types de cancers, comme la leucémie, sur lesquels basaient les indemnités en cas d'exposition à des radiations, dans la mesure où le diagnostic de cancer est survenu un an après la démobilisation. Ce n'est toutefois que près de 10 ans plus tard, en 1988, que le Congrès a adopté le premier projet de loi sur l'indemnisation des vétérans. Cette loi a permis aux anciens combattants des essais atomiques d'accéder à des prestations médicales et d'invalidité qu'ils aient servi en temps de paix ou de guerre et a prolongé le diagnostic de cancer à 40 ans après la démobilisation officielle de l'armée. Les maladies admissibles ont été étendues à la leucémie, au cancer de la thyroïde, du sein, du pharynx, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle, du pancréas, au mélanome, au lymphome, au cancer du conduit biliaire, de la vésicule biliaire et du foie. Toutefois, il est important de noter que plusieurs cancers ont été exclus tels que ceux de la peau, autres que les mélanomes, du poumon et du côlon, à savoir les cancers les plus couramment diagnostiqués parmi les vétérans des essais atomiques. En dehors des affaires relatives aux anciens combattants et de leurs allocations, une deuxième période d'indemnisation en cas d'exposition à des radiations aux États-Unis a eu lieu lorsque les îles Marshall ont obtenu leur indépendance en 1986, mettant en lumière la situation désespérée des Marshallais. Cette année-là, le gouvernement américain a versé un règlement pécuniaire unique pour la totalité des dommages occasionnés à l'environnement et à la santé, pendant le programme d'essai ayant détruit les communautés insulaires de 1946 à 1958.
Un fonds fiduciaire a été mis en place d'un montant de 150 millions de dollars au bénéfice des personnes affectées. L'argent a été utilisé pour créer un tribunal d'indemnisation en matière nucléaire. Ce fonds a accordé une compensation monétaire en cas de maladie liée à l'exposition à des radiations et pour les dommages environnementaux. Plus de 2 milliards de dollars ont été distribués dépassant largement le montant du règlement. Les paiements du tribunal ont cessé en 2009, lorsque tout l'argent a été dépensé. À compter de cette date, toutes les demandes d'indemnisation additionnelle ont été refusées. Ce n'est que le 5 octobre 1990 que la loi sur l'indemnisation en cas d'exposition à des radiations, le RECA, a instauré un programme fédéral pour statuer sur les réclamations pécuniaires liées à des lésions dues à une exposition à des radiations durant des essais nucléaires atmosphériques, ainsi que dans l'industrie de l'uranium dans son ensemble, y compris l'exploitation minière, l'enrichissement, le stockage et l'élimination. RECA a été une réponse directe à des poursuites judiciaires contre le gouvernement américain. Beaucoup de ces affaires ont été rejetées par les cours d'appel, mais le Congrès a adopté la loi d'indemnisation en cas d'exposition à des radiations comme alternative rapide et peu coûteuse au litige. Cette loi est devenue le seul programme indemnisant les personnes ayant développé des maladies graves après une exposition aux radiations émises pendant des essais atmosphériques ou dans le cadre de leur activité professionnelle dans l'industrie de l'uranium. Le 10 juillet 2000, du fait de pressions exercées concernant la loi, la portée de la couverture a été élargie pour inclure des groupes supplémentaires, notamment les travailleurs des mines d'uranium et les transporteurs de minerais d'uranium, et d'autres zones géographiques, ainsi que modifier et ajouter plusieurs maladies indemnisables. Actuellement, la loi couvre 3 groupes: les mineurs et les travailleurs des usines d'uranium, ainsi que les transporteurs de minerais, les participants sur site, et enfin, les personnes ayant vécu à proximité des sites d'essais nucléaires. Cependant, l'élargissement pour inclure les activités en lien avec l'uranium après 1971, qui étaient principalement à des fins commerciales plutôt que gouvernementales, n'a pas été appuyé par le rapport du Conseil national de recherche sur les retombées des essais atomiques mandatés par le Congrès. Globalement, il n'était pas question pour les États-Unis, et je parlerai de ce point ensuite, d'étendre l'indemnisation au-delà de 1971 pour les travailleurs du secteur de l'uranium. Permettez-moi de décrire chaque groupe tour à tour. Tout d'abord, les mineurs d'uranium, travaillant dans des mines couvertes, le personnel des usines d'uranium et les transporteurs de minerais travaillant dans les États américains et des régions déterminées du Washington, de l'Oregon, de l'Idaho, du Wyoming, du Dakota du Nord et du Sud, de l'Utah, du Colorado, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Texas ont droit à une indemnité forfaitaire unique de 100 000 dollars. Leur activité professionnelle est assurée du 1er janvier 1942 au 31 décembre 1971. Pour obtenir une indemnité, ils doivent avoir travaillé dans une mine d'uranium couverte pendant au moins 1 an ou avoir été exposés à l'équivalent de 40 mois travaillés ou plus de radiation quand ils étaient employés dans une mine d'uranium. Alternativement, un employé peut avoir travaillé dans une usine d'uranium couverte ou transporter des minerais d'uranium ou de vanadium-uranium entre une mine et une usine pendant au moins 1 an entre 1945 et 1971. Dans tous ces cas de figure, les demandeurs doivent établir que leur emploi dans l'industrie de l'uranium satisfait aux exigences légales et le diagnostic ultérieur d'une des maladies indemnisables spécifiées. Voici une liste des maladies admissibles susceptibles d'affecter les mineurs et les travailleurs du secteur de l'uranium. Second groupe, les participants sur site lors d'un essai impliquant la détonation dans l'atmosphère d'un dispositif nucléaire ont droit à une indemnité forfaitaire unique à hauteur de 75 000 dollars. Le terme sur site fait référence aux fonctions mentionnées ci-dessus ou au sein des sites d'essais du Pacifique, du Nevada, de l'Atlantique Nord, de Trinity, tous les sites désignés comprenant un chantier naval, une base aérienne ou toute autre installation officielle du gouvernement ou des navires, des avions ou tout autre équipement utilisé en lien avec des détonations nucléaires atmosphériques ont été décontaminés.
Ce terme inclut également tout site désigné utilisé à des fins de surveillance des retombées d'un essai nucléaire atmosphérique mené sur le site d'essai du Nevada, mais seulement pour les essais antérieurs au 1er janvier 1963. Pour avancer dans ce processus, les demandeurs doivent établir leur participation sur site lors d'un essai impliquant une détonation atmosphérique et le diagnostic ultérieur d'une maladie indemnisable spécifiée. Nous pouvons voir les maladies spécifiées sur cette diapositive. La troisième catégorie, établie en vertu du cadre élargi de la loi, a été créée pour les personnes soulevant, les downwinders. Il s'agit probablement d'une catégorie qui vous semblera parmi les plus familières des victimes des essais nucléaires de la guerre froide. Du fait de leur présence physique, dans certains comtés situés dans la direction du vent par rapport au site d'essai du Nevada, dans les États de l'Utah, du Nevada et de l'Arizona, ces personnes ont droit à une indemnité forfaitaire unique de 50 000 $. Les demandeurs doivent établir leur présence physique dans une zone située sous le vent pendant au moins 2 ans au cours de la période commençant le 21 janvier 1951 et se terminant le 30 octobre 1958 ou pendant toute la période s'étendant du 30 juin 1962 au 31 juillet 1962. Comme pour les autres catégories reconnues par la loi, les demandeurs doivent établir le diagnostic ultérieur d'une maladie spécifiée. Il existe de nombreuses exclusions à la catégorie downwinders. Celle-ci ne s'applique qu'aux comtés désignés, comme précédemment mentionné, et à des zones spécifiées des États de l'Arizona, du Nevada et de l'Utah. Revenons sur cette carte où nous pouvons voir les comtés sous le vent. Ici, en vert foncé et en bleu, par exemple. Il est intéressant de noter que certaines zones plus proches du site d'essai du Nevada, indiquées ici par un point noir, ou du site de Trinity, approximativement au centre de l'État du Nouveau-Mexique, et situées sous le vent, ne sont pas éligibles pour recevoir une quelconque indemnisation. Pour rendre justice à la loi, notons que la carte originale des comtés sous le vent éligibles couvrait une zone plus restreinte que celle actuellement couverte par le programme. Il y a beaucoup de problèmes concernant cette loi. En dépit de l'élargissement de la portée de la couverture et de l'indemnisation fondée sur la géographie, le Conseil national de recherche a conclu qu'aucune décision relative à une éligibilité supplémentaire pour cette catégorie ne devrait être prise uniquement sur la base de la zone géographique. Le Conseil national de recherche a adopté une approche qui recommande ce qui est décrit comme un processus de détermination de l'admissibilité fondé sur la science. Celui-ci inclut plusieurs variables telles que le lieu de résidence des victimes, le temps passé à l'extérieur et même leur consommation de lait. Le Conseil national de recherche utilise également un modèle de probabilité de causalité pour évaluer les demandes individuelles d'indemnisation. Les doses absorbées individuellement, par exemple, sont estimées. Cela a conduit à de nombreuses disputes et les personnes essayant d'accéder à ces demandes soutiennent que cela a été également résulté à une diminution du nombre de demandes acceptées. Le Conseil national de recherche soutient qu'il y a moins de cas parce que les radiations n'étaient pas si dangereuses et ne constituaient pas un agent cancérigène particulièrement puissant. Ceci est une citation. Ces dernières années, un membre du Congrès, Ben Ray Lujan, du Nouveau-Mexique, a introduit une législation visant à élargir l'indemnisation des personnes exposées à des radiations dans le cadre de leur travail et vivant à proximité de mines d'uranium ou sous le vent des essais nucléaires. L'objectif de cette législation est d'étendre la loi jusqu'en 1945, car elle est sur le point d'expirer en 2022. Il reste donc une très courte fenêtre pour que les gens puissent effectuer une demande. Aujourd'hui,
La loi sur les radiations est administrée par la division civile du ministère de la Justice. À ce jour, le ministère a approuvé plus de 36 000 demandes pour plus de 2,3 milliards de dollars d'indemnités. La majorité des réclamations sont liées aux essais d'armes atomiques plutôt qu'à l'industrie de l'uranium. Tel que modifié en 2000, le processus d'indemnisation stipule que toutes les prestations et obligations de la loi doivent être déposées avant le 10 juillet 2022, avant l'expiration de la loi. Les allocations, et c'est un point important, ne sont pas assujetties à l'impôt fédéral sur le revenu, mais sont compensées par les éléments suivants. Tout paiement reçu par le biais d'autres poursuites ou règlements, toute indemnité d'invalidité ou de dépendance et tout paiement d'indemnité par le ministère des Anciens combattants. Pour toute maladie ou lésion due à l'exposition à des radiations associées à des essais d'armes atomiques ou à un travail dans l'industrie nucléaire visé par la loi. En complément des prestations de survivants, un paiement unique est versé aux conjoints, aux enfants, aux parents, aux petits-enfants et aux grands-parents. Il faut bien entendu prouver les relations et ainsi de suite afin d'obtenir ces prestations. Beaucoup de personnes sont rejetées et ne peuvent obtenir de dédommagement car elles n'ont pas les documents nécessaires pour prouver, par exemple, qu'elles ont travaillé à un endroit particulier à un moment particulier et sur quelle période. Les communautés amérindiennes, en particulier les Navajos ou les Diné, par exemple, utilisent le mariage de droit coutumier et n'obtiennent pas les certificats standards, comme beaucoup d'autres citoyens américains. En conclusion, les États-Unis et la Fédération de Russie ont chacun des problèmes hérités du passé en ce qui concerne les conséquences humaines des essais nucléaires. Ces deux pays ont mis des barrières à l'indemnisation basées sur la géographie. Toutefois, mettre en place un délai concis s'avère une tâche difficile et déroutante. Peu après l'éclatement de l'Union soviétique, la Fédération de Russie a connu un bref moment pendant lequel le gouvernement fédéral a cherché à prendre en charge l'assistance et à indemniser pratiquement tous les personnels militaires et civils ayant été affectés par l'exposition à des radiations. C'était un décret du gouvernement de la Fédération de Russie de 1993, numéroté N253. Celui-ci a toutefois été invalidé quelques années plus tard et remplacé par les 3 lois relatives à Tchernobyl, Mayak et Semipalatinsk. Aujourd'hui, un écart important existe entre les lois environnementales de Russie, les prestations sociales accordées aux victimes des radiations et les capacités des organismes étatiques à les appliquer. Les gens ont des difficultés à obtenir des allocations et beaucoup choisissent d'éviter d'affronter ce qu'un demandeur a récemment qualifié d'enfer bureaucratique en Russie. Les États-Unis, qui semblent plus transparents dans leur enregistrement de la législation en vertu de la loi et plus accessibles en termes d'archives, ne sont pas davantage gagnants. Les sociologues Susan Dawson et Gary Madsen soutiennent que les Amérindiens, ayant travaillé dans des mines d'uranium après 71 et souffrant d'un cancer du poumon ou d'autres maladies, devraient recevoir une compensation, car les protocoles de sécurité n'étaient souvent pas respectés par l'industrie. Non seulement la réponse du gouvernement fédéral a été tardive, aussi bien dans l'Union soviétique, la Fédération de Russie qu'aux États-Unis, mais encore aujourd'hui, il y a un retard important dans le traitement des applications. Aux États-Unis, le retard est relativement conséquent et les gens attendent pendant des années. En Russie, parce que les lois ont été maintes fois modifiées, les gens ont du mal à identifier quel type de document est nécessaire, quelles règles ont changé et quelles autres sont restées identiques. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email. Encore une fois, merci.